Nicolas Normand, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, ingénieur agronome et NARC, ancien ambassadeur dans plusieurs pays africains, notamment au Mali, au Congo et au Sénégal. Vous avez également enseigné notamment à Sciences Po Paris et à l'École nationale d'administration. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Le Grand Livre de l'Afrique, Chaos ou émergence au sud du Sahara, préfacé par Éric Orsena et paru aux éditions Erol. Pouvez-vous nous présenter, monsieur l'ambassadeur, votre ouvrage? Alors, c'est la deuxième édition qui paraît au mois de juin 2022, la première ayant été épuisée. C'est un livre d'analyse sur l'Afrique qui fait un peu la synthèse des travaux de recherche récents, qui aborde les questions sécuritaires, les questions politiques, les questions de développement et aussi les questions culturelles. C'est-à-dire, c'est un panorama un peu de toutes les questions qu'on peut se poser sur l'Afrique. Voilà, c'est aussi le fruit de une quarantaine d'années d'expérience en Afrique ou en observant l'Afrique, sur place ou depuis Paris. Et c'est la synthèse un peu des analyses des think tanks, c'est-à-dire des organismes de recherche. Donc c'est un ouvrage qui fait le point un peu sur la situation de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique au sud du Sahara. L'Afrique au sud du Sahara, bien entendu. Excellence, quel bilan faites-vous de l'intervention française au Mali, puisque vous avez été ambassadeur dans ce pays, et puisque les relations diplomatiques entre la France et le Mali, le moins qu'on puisse en dire, ont été, ou du moins sont encore assez tendues? Oui, elles sont actuellement très mauvaises. Alors je vais chaque année au Mali. Voilà, le bilan qu'on peut faire de l'intervention française depuis 2012, parce qu'en 2012, le Mali a connu une grave crise, a été coupé en deux. Tout le nord du pays était aux mains de groupes djihadistes et terroristes, ce qui a suscité une demande d'intervention française à partir de 2013. Et alors cette intervention, le bilan est mitigé parce que sur le plan strictement militaire et sécuritaire, il y a à peu près 2000-2500 djihadistes qui ont été neutralisés, donc c'est important. Donc ça a beaucoup attaqué les mouvements djihadistes, ça les a affaiblis. Mais en même temps, ces mouvements djihadistes se sont diffusés dans d'autres régions du Mali que le nord, et également au Burkina Faso. Donc ça n'a pas permis une fin du mouvement djihadiste et même une amélioration de la situation sécuritaire. Parce que les causes profondes n'étaient pas traitées, parce que 5000 hommes militaires français sur un vaste territoire ne pouvaient pas suffire. Même au bout de 8 ans, il fallait une action de plus de 10 ans certainement. Et il faut aussi que le relais soit pris par l'armée locale de façon plus efficace. On ne peut pas combattre tout seul dans un terrain qu'on ne connaît pas bien, étranger, les mouvements djihadistes qui sont importants. Alors, il y a eu quand même des défauts, des fautes dans cette opération. Justement, le fait qu'elle s'est prolongée trop longtemps avec une mauvaise communication. Oui. Les autorités maliennes n'ont pas vraiment soutenu cette opération en expliquant à la population. Donc, au bout de quelques années, la population urbaine, pas celle qui est directement aux prises avec les terroristes, mais la population urbaine a ressenti cette présence française comme une armée d'occupation, une ingérence. Et finalement, à la suite de 2 coups d'État au Mali, les relations se sont dégradées fortement. Et en pratique, la France a été obligée de se retirer parce que les autorités maliennes ne permettaient plus à l'armée française de continuer à travailler normalement. Alors, la question qui s'impose, ou du moins ce qui en découle, est simple. Quel est le regard que vous avez, quel regard jetez-vous sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest? Parce que, tel que vous nous avez expliqué, l'intervention française au Mali a permis, si on peut le dire ainsi, au terrorisme, aux djihadistes, d'essaimer un peu dans la sous-région. Mais quel regard jetez-vous justement sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, et même au Bénin, où on signale des attaques terroristes? Quel regard jetez-vous sur cette situation? Alors d'abord, il faut quand même souligner que l'intervention française a empêché, d'abord a réuni le Mali, qui était coupé en deux en 2012. Donc c'est important. Et d'autre part, ça a empêché les djihadistes de prendre le pouvoir sur l'ensemble du Mali. Sans l'intervention française, vu que l'armée malienne avait été battue en 2012 et en fait de nouveau en 2014, il est évident que les djihadistes auraient pris le pouvoir au Mali. Donc ça, c'est quand même un point positif. Maintenant, comme vous le dites, ça s'est diffusé, le mouvement djihadiste et les groupes terroristes se sont diffusés sur le Burkina Faso, un peu sur le Niger, et commencent à gagner des pays du sud
du Sahel sur le golfe de Guinée. Donc il y a une extension. Alors c'est dû à des causes profondes. Je veux dire, il faut un volet militaire qui est important pour tenir tête et pour empêcher les djihadistes de prendre le pouvoir, mais ça ne peut pas suffire. Il faut traiter les racines profondes du djihadisme, et les racines profondes du djihadisme tiennent essentiellement à deux éléments. Le premier élément, c'est que les États du Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger, ne sont pas, sont des États très faibles, fragiles, et qui n'assurent pas une présence sur l'ensemble de leur territoire. Et il y a des populations donc, qui sont pratiquement abandonnées puisqu'elles ne disposent pas de services publics. Et surtout, la police, la justice, l'armée, donc la loi et l'ordre, ne sont plus assurés sur une bonne partie du territoire à la suite de la faiblesse de l'État. Donc on a une sorte de Far West censuré. Ça, c'est donc la première raison. La deuxième raison, c'est que la population est en croissance très rapide. Il y a une sorte d'explosion démographique. La population double tous les 20 ans. C'est la région du monde où il y a la plus forte natalité. Et en même temps, le désert avance. Et donc, il y a une tension croissante sur les terres disponibles, en particulier entre les agriculteurs et les éleveurs, les pasteurs. Et donc, il y a des tensions qui se sont rajoutées aux causes propres du djihadisme, mais les djihadistes exploitent ces tensions intercommunautaires et en gros, disons, les djihadistes, les mouvements terroristes exploitent les fragilités et les tensions qui existent pour des raisons qui sont donc démographiques et socio-économiques. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de création d'emplois dans cette région, en tout cas pas suffisamment. Et donc, il y a une grande partie de la jeunesse montante qui est désœuvrée et qui, de ce fait, se radicalise et qui est donc recrutée par des mouvements djihadistes qui, eux, ont de l'argent à la suite de trafic et de prise d'otages. Alors, ce phénomène concerne tout le Sahel central et ces mouvements terroristes menacent désormais l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'attentat au Sénégal, mais il y en a eu en Côte d'Ivoire, il y en a eu au Togo et au Bénin. Au Bénin, oui. Oui, et il n'y en a pas non plus en Mauritanie, parce que depuis un certain nombre d'années en tout cas, parce que la Mauritanie est un État plus fort, qui a une armée et des services de sécurité plus efficaces. Et la même chose, je pense, au Sénégal. Donc, le critère faiblesse de l'État n'est pas rempli au Sénégal et en Mauritanie, ce qui protège, dans une certaine mesure, ces deux pays des attaques terroristes. Mais tous les États de la région d'Afrique de l'Ouest, le Ghana compris, sont menacés quand même à la fois par l'explosion démographique, l'absence d'emploi pour les jeunes, qui vont donc migrer, et aussi par la radicalisation consécutive à cette crise socio-économique. On va s'intéresser à une région que vous connaissez, on va dire assez bien, puisque vous avez été ambassadeur au Congo. Et oui, exactement. Donc on va s'intéresser. Je vais vous reposer la même question, hein, la même question tout à l'heure, mais pour l'Afrique centrale. Alors l'Afrique centrale qui semble être épargnée par le djihadisme, hein, si on accepte bien sûr le Cameroun. Aujourd'hui, quelles peuvent être les menaces qui planent sur les pays de cette sous-région? On pense au Gabon, on pense à la Guinée équatoriale, on pense au Congo-Brazzaville. Alors pour l'instant, comme vous le soulignez, cette région est relativement épargnée. Quand je dis pour l'instant, je ne veux pas dire qu'il va y avoir une menace imminente non plus. Mais il y a quand même deux pays concernés par des crises sécuritaires importantes dans cette région. C'est la Centrafrique quand même, la RCA. Oui, exactement. Voilà, alors qui est en crise également depuis 2013. Ce n'est pas une crise djihadiste, ce sont des groupes armés dont les motivations sont économiques. C'est-à-dire certains groupes exploitent l'or, d'autres le diamant, d'autres le bétail. Et c'est aussi un problème d'État fragile, d'État faible. C'est quasiment un État failli, en fait, qui ne contrôle pas son territoire. Donc là, on retrouve, comme en Afrique de l'Ouest, le critère de la fragilité ou de la faiblesse de l'État. Alors, il y a un autre pays qui est affecté par une crise sécuritaire dans votre région, que vous n'avez pas mentionné. Le Tchad? Et le Congo, oui, le Tchad, mais le Tchad, c'est des mouvements rebelles qui cherchent régulièrement à s'emparer du pouvoir. Donc, le problème du Tchad, c'est plutôt que c'est une minorité qui exerce le pouvoir sur une population qui ne se sent pas bien représentée, et un certain nombre de groupes dans le nord
cherchent à remplacer les autorités, non pas pour faire des institutions plus inclusives, mais plutôt pour exploiter à leur tour la situation politique et économique. Mais je pensais au Congo RDC, le Congo Kinshasa. Vous avez quand même plus de 100 groupes armés, 120 groupes armés, mais qui sont tous localisés dans la région orientale, à l'est de la RDC, c'est-à-dire en Ituri, et dans les deux Kivu, le nord et le sud Kivu, le long de la frontière de l'Ouganda, Et du Rwanda. Et un petit peu aussi au nord, le long de la frontière soudanaise, Soudan du Sud. Soudan du Sud, le Soudan exact. du Sud, si vous le placez également dans l'Afrique centrale, c'est une région, un pays extrêmement déstabilisé pour des raisons sécuritaires. Il y a le Soudan du Sud également, qui est un État failli également en pratique. Mais prenons le cas du Congo RDC. Vous avez un groupe djihadiste qui est très important au Congo RDC, qui s'appelle les ADF. Donc c'est le seul groupe djihadiste dans l'Afrique centrale. Mais ce groupe est d'origine ougandaise, est extrêmement meurtrier. C'est pratiquement le groupe le plus meurtrier actuellement et depuis quelques années au Congo RDC, en Ituri essentiellement, donc au nord-est. Mais vous avez d'autres groupes armés, en particulier actuellement il y a un renouveau du M24, qui est un ancien mouvement qu'on croyait disparu, un mouvement composé de Congolais Tutsis. Vous avez également la Codeco, qui s'appelle sérieusement Coopérative pour le développement du Congo, mais qui est un groupe armé important. Et ce groupe, ça reflète plutôt les conflits entre pasteurs et agriculteurs, entre les deux ethnies différentes. Donc c'est un conflit intercommunautaire qui est instrumentalisé par ce groupe armé. Et les autres groupes armés du Congo RDC exploitent les richesses minières, coltan, or et diamants du Congo RDC. Maintenant, si vous prenez le Congo Brazzaville, il y a eu dans le passé dans la région du Pool des groupes armés, mais disons que c'est un pays quand même qui, dans l'ensemble, assure la sécurité parce que les services sécuritaires sont suffisamment performants. Je pense la même chose au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale. C'est une région qui est épargnée quand même par l'insécurité. J'espère que cela va durer. Pour que cela dure, il faut deux conditions, je crois. Éviter qu'il apparaisse une jeunesse radicalisée, c'est-à-dire qui soit désœuvrée essentiellement, qui n'ait pas d'emploi, et éviter également que l'État ne contrôle pas le territoire, c'est-à-dire qu'il faut développer des services judiciaires, une police, une gendarmerie qui contrôlent le territoire. Si vous remplissez ces deux conditions, n'est-ce pas, c'est-à-dire un État performant déjà en matière sécuritaire, mais aussi, si possible, en matière économique et de redistribution. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de raison d'avoir des groupes terroristes ou des groupes armés qui créent une insécurité dans le pays. Votre ouvrage s'intitule Le grand livre de l'Afrique, chaos ou émergence au sud du Sahara. Alors, je vais justement m'intéresser à un des mots qui est dans le sous-titre, hein, chaos ou émergence au sud du Sahara, en disant qu'en Afrique, il y a une dizaine d'années, l'émergence était à la mode. Hein. Tous les pays africains annonçaient leur désir d'être émergents. Alors aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, c'est selon, l'émergence semble être passée de mode en Afrique. Pensez-vous que les pays d'Afrique pourront l'atteindre à l'image des pays d'Asie du Sud-Est qui eux ont donné le ton, et même ceux d'Asie, hein, du Moyen-Orient, comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Est-ce que vous pensez que les pays d'Afrique qui, il y a une dizaine d'années, clamaient leur désir d'être émergents, pourront atteindre cet objectif? Oui, c'est possible. Alors, je voudrais d'abord souligner que les zones de chaos ou d'insécurité sont quand même limitées. Il y a malheureusement le Sahel, et puis on l'a vu en Afrique centrale, c'est limité, et ça concerne très peu également l'Afrique de l'Est, à part la Somalie, et ça concerne très peu l'Afrique australe, à part le nord du Mozambique. Donc l'essentiel des 54 pays d'Afrique ou des 48 pays au sud du Sahara peuvent se développer économiquement et donc émerger. Alors, comme vous le dites, c'est moins à la mode parce que de 2010 à 2015, il y a eu une période de croissance générale en Afrique avec un taux de croissance moyenne de 5%.
Et à partir de 2014-2015, il y a eu une baisse des prix des matières premières. Et puis, plus récemment, il y a eu la crise du Covid à partir de 2019. Ces deux phénomènes ont affecté les taux de croissance. Aujourd'hui, on est sur des tendances de l'ordre de 3,5 à 4% de croissance moyenne. Mais heureusement, il y a un certain nombre de pays, dont le Gabon et le Congo-Brazzaville, qui ont des ressources, qui sont un peu des États rentiers, mais aussi d'autres pays comme en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ou en Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Kenya, et aussi largement l'Afrique australe. Toutes ces régions ont des taux de croissance souvent élevés. Vous savez que parmi les 10 pays du monde qui ont les taux de croissance les plus élevés, il y en a environ 5 ou 6 qui sont africains. Oui, exactement. La majorité. Et donc, alors pourquoi l'émergence est possible? Parce que d'abord, il y a un potentiel de développement très important. Deuxièmement, il y a eu un désendettement. Malheureusement, il y a un réendettement récent, mais enfin, il y a eu quand même pendant longtemps un désendettement par annulation de la dette des pays occidentaux. Il y a eu aussi une amélioration du cadre macroéconomique, c'est-à-dire des politiques économiques. Il y a eu moins de déficit budgétaire demandant l'intervention du FMI, des choses de ce genre. Il y a les phénomènes d'Internet, d'iPhone, qui ont donné des nouvelles possibilités, y compris aussi sur le plan de l'énergie. La dépendance énergétique a été un peu réduite par le solaire et d'autres moyens qui rendent moins nécessaires les grandes infrastructures énergétiques. Et il y a un niveau d'éducation qui a progressé. En Afrique centrale, le niveau scolaire, le niveau éducatif est assez bon par rapport au Sahel. Il est bien meilleur qu'en Afrique de l'Ouest. Exact. Surtout qu'au Sahel. Par exemple, le Gabon et le Congo les deux Congos ont des bons niveaux scolaires. Et voilà. Alors, toutes ces raisons cumulées, un peu l'urbanisation aussi, la diffusion des technologies, plus évidemment les ressources en matières premières et aussi en terres agricoles qui sont encore sous-exploitées, une population jeune et dynamique, tous ces facteurs sont favorables à une émergence économique importante. Et donc, si des politiques économiques correctes sont appliquées, si ce n'est pas un clan réduit qui monopolise le pouvoir, c'est-à-dire s'il y a un climat de confiance dans la population, si les gens sont incités à travailler, à produire, à entreprendre, à la fois sur le plan économique, mais aussi même sur le plan politique, il faut faire une société ouverte, que les gens aient l'impression que leurs efforts vont être récompensés, qu'ils vont pas être brimés. Et si vous avez toutes ces conditions, si également le climat des affaires est favorable sur le plan législatif, fiscal, et si, par exemple, s'il y a des visas trop compliqués à obtenir, ça va dissuader les hommes d'affaires étrangers de venir voir dans les pays ce qu'ils peuvent faire. Et donc, il faut créer un climat des affaires favorable parce que les pays africains ont besoin d'investissements étrangers, à la fois en matière de transfert de technologie et en matière de transfert financier. Les investissements étrangers sont une source de développement importante. Et donc, si ces différentes conditions sont réunies, les pays africains peuvent émerger. Il y en a quand même très peu qui sont menacés par des questions sécuritaires. C'est localisé. Et ceux qui n'ont pas des questions sécuritaires majeures, ceux qui ont des États qui fonctionnent correctement, ceux qui ont un système politique ouvert et un système d'État de droit crédible, c'est-à-dire avec une justice qui fonctionne en particulier, ceci peut attirer les investisseurs étrangers parce qu'il y a un gros potentiel naturel. Il y a beaucoup de ressources, il y a un besoin de développement très fort, donc il y a un besoin de consommation très fort, et donc il y a des atouts pour émerger, incontestablement. C'est pas une question de mode, c'est une réalité. L'émergence est possible, mais elle ne va pas tout à fait de soi. Et ça suppose de réunir un certain nombre de conditions qui ne sont pas toujours réunies, n'est-ce pas? Ce qui freine aussi les investissements étrangers, c'est les questions de manque de formation d'une partie de la population, c'est les infrastructures qui ne sont pas souvent suffisantes, c'est le niveau d'état de droit. Il ne faut pas qu'il y ait de corruption, de choses comme ça. Il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne.
Si ces conditions sont remplies, et elles sont en voie d'amélioration en général, donc des investisseurs vont venir et les pays peuvent émerger. Il y en a déjà qui sont en voie d'émergence, n'est-ce pas? Il y a en Afrique, on peut citer parmi les premiers, il y a l'île Maurice qui a émergé depuis assez longtemps. Oui. Il y a l'Afrique australe avec le Botswana, la Namibie et le Botswana. L'Angola et le Mozambique ont de grosses capacités d'émerger. Au Mozambique, il y a un problème sécuritaire qui empêche l'exploitation du gisement de gaz, qui est très important, mais ça peut se résoudre. Et en Afrique centrale, la RDC, l'autre Congo aussi, et le Gabon ont quand même des ressources naturelles, à la fois minières et pétrolières, une population jeune et pas très nombreuse, donc il n'y a pas de problème de surpopulation. Donc ce sont des États côtiers également. C'est important de ne pas être enclavé. Alors c'est un peu moins le cas évidemment pour la RDC qui a un petit accès à la mer. Mais donc ces pays ont des atouts très importants pour émerger. Et je crois que c'est la nouvelle frontière économique. Très bien. Alors, Excellence, cet entretien tire à sa fin. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est qu'il est très important que les États fonctionnent. En fait, les pays qui se développent sont des pays qui ont des bonnes institutions, et les pays qui ne se développent pas sont des pays qui souffrent d'institutions défaillantes. Le cas le pire étant les États faillis, n'est-ce pas, comme la Somalie, la Centrafrique, le Soudan du Sud ou la Guinée-Bissau. Il y a moins d'États faillis en Afrique qu'il y en a au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a un État sur 3 qui est failli. Il y a 5 États faillis sur 15. En Afrique, il y a 5 ou 6 États faillis, plus la Libye, ça fait 6 ou 7, sur 54 États. Donc ça fait environ 10%, alors qu'au Moyen-Orient, c'est 30%. Et donc la majorité des pays sont fonctionnels, mais ils peuvent améliorer la qualité de leurs institutions en ayant des institutions qui inspirent confiance sur le plan économique et qui soient inclusives sur le plan politique. Et si ces conditions sont réunies, plus la formation nécessaire pour la population et des infrastructures et un climat des affaires avec un état de droit fonctionnel, ces pays peuvent émerger. Nicolas Normand, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes normalien, ingénieur agronome et NARC, ancien ambassadeur dans plusieurs pays africains, notamment le Mali, le Congo et le Sénégal, que vous avez également enseigné notamment à Sciences Po Paris, à l'ENA, et surtout que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Le Grand Livre de l'Afrique, préfacé entre autres par Eric Orsena, qui est l'auteur... La nouvelle édition paraît en juin de cette année. Dans la nouvelle édition paraît en juin de cette année aux éditions Erol, et Eric Orsena qui a une place particulière dans l'histoire de l'Afrique car il a été la plume, sinon l'une des plumes, du discours de la Baule prononcé par François Mitterrand en 1989 qui annonce la démocratie en Afrique, notamment francophone. Merci, Excellence. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Retrouvez ce programme sur notre site gabonintelligent.com.